Boko Haram a perpétré un nouveau massacre dans l'état de Borno. Nous sommes au Nigeria. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite du Burkina. Kaboré gagne la présidentielle, mais ne remporte pas de majorité au Parlement. Au Bénin, faute de mandat unique, Talon sera-t-il candidat unique à la présidentielle? Et puis le Togo, nous allons parler de l'interpellation de Madame Brigitte Adjamabo Johnson. Voilà les sujets que nous évoquons ce soir et ce sera avec Freddy Nutite Yendo Mela Kroukou. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir chers amis sur le panel. Et un coucou à tous les téléspectateurs de la Néo TV. Merci. Vous êtes le président de Vision et Initiative Positive VIP Togo. David Jagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir mes chers débatteurs. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Et puis, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir, Basile. Bonsoir, Samuel, et bonsoir à mes chers amis, mes chers compagnons. Et bonsoir aux amis téléspectateurs de Néo TV. Merci. On commence avec le Nigeria. Plus d'une centaine de civils ont été tués samedi dans une attaque dans le nord-est du Nigeria attaque menée par des militants islamistes présumés. Un bilan qui risque encore de s'alourdir alors que les forces de sécurité étaient toujours à la recherche de plusieurs dizaines de personnes portées disparues. Le nouveau massacre a fait au moins 110 morts, tous des civils froidement tués selon un bilan des Nations Unies alors qu'ils travaillaient dans leur champ. Il s'agit de l'une des attaques l'attaque la plus meurtrière menée contre des civils cette année dans le nord-est du pays, attaque attribuée aux islamistes du groupe Boko Haram. Basile Agbo, j'avoue que ce matin j'écoutais ce bilan de 110 civils tués et je me demandais mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut aller égorger, tuer des gens. Finalement, pour quel motif? Pourquoi? À quoi joue Boko Haram? Non, ça fait longtemps. L'affaire de Boko Haram paralyse, je ne sais pas, les pensées en Afrique et un peu partout dans le monde. Et la question s'était toujours posée de savoir comment est-ce qu'on peut laisser, je ne sais pas, cette secte pernicieuse et c'est-à-dire que librement tuer les gens sans motif valable. Parce que ce qu'on leur donne comme accusation qu'ils orientent donc vers les personnes, c'est que, par exemple, qu'ils ne payent pas les impôts à eux. Parce qu'il faut payer les impôts dans les États où, je crois, une majorité de Boko Haram est en train de contrôler, et que ces personnes ne payent pas des impôts qu'ils leur devaient. Et c'est des raisons, je ne sais pas, tellement fallacieuses, mais on dirait que c'est des fous qui sont en train d'agir. Et on continue pas à se poser la question de savoir, mais jusqu'à quand ces personnes continueront d'opérer en toute impunité? C'est vrai que de temps en temps, on essaie encore de leur faire la guerre, d'en tuer un peu, etc., etc. Mais ces gens continuent d'avoir une force terrible et une force de nuisance terrible. Alors, tuer 110 personnes, égorger des pauvres personnes qui sont dans leur champ, pour cultiver, pour faire leur champ et autres là, et qu'on assassine, qu'on tue jusqu'à 110. Alors, que fait la communauté internationale face à ce drame qui se perpétue tous les jours et tous les jours que Dieu fait? La question reste posée. Je ne crois pas que les Boko Haram, les gens de Boko Haram, aient beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force pour continuer par agir sans que la communauté internationale leur fasse une guerre. Et pour que ça se taise. Si c'était dans les régions américaines et autres, je crois qu'on aurait tenté une résolution de cette affaire-là. Mais c'est parce que c'est en Afrique, ou bien c'est parce que, bon, il y a des puissances qui sont là-dedans et qui continuent donc d'encourager ces comportements. Mais quand même, c'est terrible. Quand on entend des choses comme ça, on a peur. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que dans nos pays aussi, des gens comme ça ne vont pas s'aventurer pour continuer par perpétrer ces forfaits sans qu'on leur fasse la guerre qu'il faut. C'est très important que la communauté internationale se mobilise autour de cette affaire-là pour que cette secte pernicieuse puisse être, n'est-ce pas, chassée. David, l'attaque s'est déroulée le jour de l'élection locale dans l'état de Borno parce qu'il n'y avait plus d'élection depuis 2009. Est-ce que finalement Boko Haram voulait dire vous votez pour installer de nouveaux exécutifs à la tête de l'État, mais nous voulons montrer que c'est nous qui sommes maîtres ici?
Oui, ça semble être le message principal qui sort de cette attaque meurtrière. Vous savez, Boko Haram n'a jamais été favorable aux élections qui sont organisées, en tout cas dans certaines parties du Nigeria pendant très longtemps. Vous avez vu le cas du Burkina Faso dernièrement, où certaines régions n'ont pas pu participer à l'élection présidentielle pour des raisons d'instabilité, sécurité, etc. Et donc, généralement, quand il y a des élections dans ce pays, Boko Haram profite de ce moment-là pour semer la peur dans l'esprit des populations. Et donc, la dernière attaque répond au désir de Boko Haram de se faire entendre, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que cette secte n'a plus mené des assassinats pareils sur le territoire nigérian. Mais généralement, ces derniers jours, on a quand même constaté sur le cas de l'attaque de samedi dernier, c'est une façon pour cette secte de faire savoir aux autorités du Nigeria qu'elle est toujours qu'elle est toujours présente et qu'à tout moment, elle peut intervenir. Moi, mon problème se situe à un niveau beaucoup plus profond, parce que je me dis, s'il est facile pour cette secte de mener des razzias pareils, aller tuer une centaine de personnes dans des villages et repartir sans être inquiété par l'armée nigériane ou alors les forces armées qui assurent la sécurité de ces zones-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que depuis très longtemps, on n'a jamais eu des nouvelles qui vont dans le sens de la lutte contre ces terroristes-là. Et généralement, quand ils sortent de leur cachette, ils arrivent calmement, ils tuent des gens, ils égorgent. En tout cas, je pense que pour tuer un homme ou pour l'égorger, il faut un temps. Entre le départ de votre zone jusqu'à l'arrivée dans le village où vous allez commettre ces assassinats, tuer et repartir. Il y a quand même un temps, s'il faut circonscrire toutes ces attaques-là. Et elles sont contenues dans un temps. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour que l'armée nigériane ne soit pas alertée quand on sait que le Nigeria a toujours été victime de ces attaques? Moi, je ne comprends pas que on me dise que Boko Haram quitte sa base, vient dans un village, tue des gens et repart avant que l'armée nigériane n'intervienne. Parce que quand vous savez que votre pays est vulnérable aux attaques terroristes, je pense qu'il faut prendre des dispositions pour ne serait-ce que sécuriser la zone. Parce que ce n'est pas tout le territoire nigérian. C'est une zone, une partie du territoire, voilà, qui est tout le temps attaquée par ces terroristes. Alors, comment se fait-il que l'armée nigériane attend que les assassinats soient commis par Boko Haram, les assassins, les terroristes repartent calmement à bord de leurs motos ou alors de leurs engins, et après, l'armée intervient pour faire le constat. J'arrive pas à comprendre cela. Alors, les populations qui habitent dans ces zones-là n'ont pas les moyens militaires pour attaquer ou pour contre-attaquer ces attaques-là. Alors, il faut à un moment que le gouvernement nigérien, et je me rappelle encore de cette promesse que Buhari avait fait au Nigeria avant d'être élu, sa promesse de combattre le terrorisme du côté de Boko Haram. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a déjà des acquis qui ont été qu'on peut mettre sous son voilà. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement pour que ces assassins, ces terroristes viennent tuer calmement en paix et puis repartir sans qu'ils ne soient inquiétés. Freddy Koukou, est-ce qu'on est dans l'état de Borno? On sait que c'est quand même un état qui est considéré comme une zone rouge. Maïdougouri n'est pas très loin. En tout cas, on est dans une zone où Boko Haram sévit. David le disait, venir tuer 110 personnes, ça ne se fait pas en une minute. Il faut du temps, il faut pourchasser ces gens. Et on n'a pas eu de réaction de l'armée. On ne nous dit pas qu'un seul terroriste soit tombé. On est dans une zone sans force de sécurité finalement. Oui, je dirais également, pour aller dans le sens de l'intervention de mes prédécesseurs, que cette situation nous interroge et nous amène à nous poser beaucoup de questions, parce que avoir le fait que le Nigeria est militairement, je peux dire, l'un des plus gros gabarits de la CEDEAO. Et à chaque fois qu'il y a eu des crises dans les pays voisins, on a toujours assisté à
des situations où les présidents, pas Bouhari seul, ses prédécesseurs, ont aussi réagi en disant qu'ils vont envoyer des forces militaires en appui dans certains pays. On a assisté à pareille situation encore tout dernièrement en Gambie. Mais je ne comprends pas comment ce même Nigeria qui a à chaque fois la capacité de ressurgir pour bondir vers les États qui sont en crise militairement, et souvent ils se vantent des capacités de leur armée, mais en interne, depuis que cette secte de Boko Haram est née, on se demande si quelque part l'armée nigérienne elle-même ne caresse pas ce Boko Haram, parce que moi, en me posant cette question de savoir cette zone a-t-elle été abandonnée par l'armée nigériane, je répondrai que en fait c'est oui. Et je sens peut-être, ça peut friser peut-être de la colère, mais c'est comme si c'est un jeu de complicité. Sinon, quand je prends ce qu'on puisse appeler la sécurité intérieure d'un État, étant donné que même s'il n'y a pas de menace terroriste, un État doit être couvert, c'est-à-dire par des postes de contrôle de sécurité sur toute, c'est-à-dire la limite de ses frontières. Surtout maintenant qu'il y a ces situations de terrorisme où généralement, c'est localisé. Si c'est pas à la lisière de la frontière camerounaise, c'est là la genèse de Boko Haram. Entre-temps, il frappait aussi du côté du Cameroun. Donc, l'armée nigériane doit quand même avoir cette logistique lui permettant de localiser un peu la zone d'influence de la secte de Boko Haram pour essayer d'endiguer à ce fléau. Mais pour aller encore en profondeur, je dirais également l'Afrique doit se ressaisir, parce que quand nous voyons l'intention cachée des sectes comme Boko Haram, en fait, c'est des gens qui évoluent vers cette histoire d'autonomie, et bientôt ils vont déclarer un État dans un État. C'est comme ça. On en a vu, c'est pas au Soudan, on est en train d'assister pareil en Éthiopie, et sous le silence, je peux dire, de nous-mêmes les Africains. Mais quelque part, ça profite à l'Occident, comme mon confrère l'avait dit tout à l'heure, parce que le Nigeria, c'est le pétrole. Et quand on voit aujourd'hui la position de la République nigériane en matière de géopolitique africaine et mondiale, parfois il ballotte soit derrière l'Afrique du Sud, soit il dépasse l'Afrique du Sud économiquement. Et donc c'est un pays qui est convoité, et généralement pour affaiblir ou bien mettre la main sur un pays qui fait des bons, les Occidentaux ou bien les puissances ont ces mains faciles là d'introduire une zizanie un peu dans ce pays pour essayer de fragiliser l'unité nationale. Donc c'est une question qui doit attirer l'attention du président Bouhari, qui avait, au moment où les jeunes filles avaient été séquestrées, avait promis sincèrement lors de sa campagne en finir avec cette secte. Et donc c'est le moment pour lui de retourner à sa promesse et de tout faire pour l'actualiser et également peut-être la mettre en réalisation. D'ailleurs, dans un message, le président Bouhari a condamné le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. C'est ce qu'il écrit. Le pays entier est blessé par ces assassinats insensés. C'est vrai que les mots pour condamner ne sont pas très forts, mais on sent qu'il n'y a que de la condamnation. Dans la condamnation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que, bon, on attend, les faits se produisent, on condamne, et puis allez, on revient à la case départ. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans un État comme le Nigeria, mais c'est-à-dire que le Nigeria est un État atypique. C'est un ensemble, une fédération d'États, mais atypique. Parce que quand je suis allé au Nigeria, j'ai constaté un certain nombre de choses où, dans certains milieux, c'est des personnes même qui érigent une gendarmerie et qui font la loi. Alors, la question se pose de savoir, est-ce que l'État central joue vraiment son rôle? Ou alors, chaque État entretient ce qu'il fait comme gestion du pays, gestion donc de l'État dans lequel il se trouve, mais, à contrario, il y a des individus qui possèdent des moyens et qui érigent donc des commissariats, des gendarmeries et qui gèrent le pays. Dans une situation comme celle-là, mais ces personnes qui sont des gendarmes et autres là, qui ne sont pas reconnus par l'État dont ils sont donc originaires, peuvent se transformer en ces histoires de Boko Haram. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui arrive. Ces gens sont lourdement armés. Ils ont les moyens. Les moyens pour tuer, ils les possèdent. Et si on ne les voit pas, c'est peut-être parce que ceux qui se disent, donc, les gendarmes, les policiers et autres là, participent à la chose avec eux.
Et donc, s'il faut rechercher, je crois, ces gens de Boko Haram, tout ça là, il faut peut-être les rechercher parmi ceux qui font la sécurité dans le pays. C'est un peu ça. Donc, il faudra normalement... Des complicités dans oui, il y a des l'armée complicités et dans autres. l'armée. Il y a des complicités. Sinon, on devrait déjà mettre la main sur cette affaire de Boko Haram et autres là. Si on n'arrive pas à mettre la main, ça veut dire qu'il y a des hauts gradés qui sont dans l'armée, à qui on demande de rechercher les gens, mais eux ils sont eux-mêmes ceux qu'on demande de rechercher. C'est ça le problème du Nigeria. C'est ça le problème. Dans aucun État, dans aucun pays, on ne peut trouver des gens qui assurent leur propre sécurité, qui dirigent une gendarmerie, qui dirigent une police, et qui vont même arrêter des gens, qui l'emprisonnent, alors que l'État n'en est pour rien. Alors, dans un désordre comme celui-là, on ne peut qu'assister à des choses comme ça. On ne peut qu'assister. Et donc, on a dit quelque chose ici. Le président de la République, le président de l'État fédéral, avait promis tout faire pour éradiquer cette affaire de Boko Haram. Mais qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? Ça veut donc dire que le problème est beaucoup plus profond que ce qu'on ne le pense. Ça veut dire qu'il y a des bras solides qui sont du côté donc, de l'État, mais qui sont également infiltrés dans cette affaire-là. On ne peut jamais combattre quand on est soi-même militant de ce qu'on est en train de vouloir combattre. Je crois que c'est un peu ça qui gêne. Il y a eu des témoignages d'anciens membres de Boko Haram repentis qui laissent entendre que ils ont beaucoup de complicité au sein de l'armée. Des fois, il y a des opérations qui sont programmées contre eux et on leur signale ça pour qu'ils changent de zone afin de ne pas être victimes de ces attaques. De haute complicité. Et donc, il faut revoir toute l'organisation de la fédération du Nigeria. Sinon, on assistera tous les jours à cette tuerie-là gratuite. Et puis, bon, les gens vont mourir comme des chiens. Première pause tout de suite et on va revenir pour le second sujet.